C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Gulf TV Africa. Inondation, malgré les nombreux travaux de construction d'infrastructures routières à Rendé, Vosak, Moji, Toyoyome, Taweta ou encore Ladji et même Agla, les habitations sont sous l'eau. Les élèves qui parcourent l'eau pour se rendre à l'école, les commerçants ou fonctionnaires, personne ne fait exception à ce phénomène. Des vulgarisateurs qui réparent les pneus dans l'eau. Nous avons vu les images, vous les verrez également dans tout contrôle aujourd'hui. Nous parlons donc des inondations à Cotonou et partout au Bénin. Et c'est avec Charbel Aïou que je ferai l'exercice. Nous recevrons pour vous aujourd'hui un professeur titulaire d'université. Charbel Aïou, bonjour. Bonjour, mon Chougourad Fatoumbi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend du moment où vous nous recevez. Auditeurs et téléspectateurs, ou vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux, merci de nous rejoindre. Nous recevons aujourd'hui un professeur titulaire des universités, titulaire de climat et des sciences de l'environnement. Il est directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, espace, culture et développement des universités, particulièrement de l'université d'Abomey-Clavi, professeur Placide Cléjo. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toute première question, mon Chougourad Fatoumbi tout à l'heure a commencé par expliquer ce qui se passe. Comment expliquer, comment comprendre le phénomène des inondations? Les inondations qui, de plus en plus, créent la tragédie au Bénin. Merci beaucoup. C'est avec une grande joie que j'ai décidé d'animer l'émission parce que j'avais refusé. Parce que chaque année, nous répétons les mêmes choses, mais il n'y a pas eu vraiment de changement en tant que tel. Bon, donc je me suis dit, de toute façon, il faut continuer. C'est pourquoi j'ai dit, bon, nous allons encore raviver les mémoires pour que les gens puissent savoir ce que c'est que l'inondation. Et l'émission, le but, c'est pour qu'on puisse trouver des solutions prochainement, pour qu'on puisse éviter ces cas de tragiques que nous vivons. Merci donc, professeur Cléjo, d'appliquer encore la pédagogie. Peut-être qu'après cette émission, les décideurs vont mieux comprendre et sauront décider. Merci beaucoup, parce que l'inondation, c'est quoi? Nous devons faire la différence entre les hautes eaux et les crues. C'est lorsque l'eau arrive, bon, lorsqu'on dit inondation, l'eau arrive et stagne sur une surface donnée, et là, on parle d'inondation. Mais il faut faire la différence entre les hautes eaux et les crues. Alors, selon le système climatique hydrologique du Bénin, chaque année, nous avons 4 saisons en fait. 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Donc, lorsque nous avons la grande saison des pluies, lorsqu'il pleut, ces eaux-là mettent 2 mois pour descendre. Donc, lorsqu'il pleut au nord, les eaux mettent 2 mois pour descendre. Et lorsque ça vient au sud, ça coïncide avec la petite saison des pluies. Et c'est ça qui inonde en réalité. Donc, ce phénomène s'écrit chaque année. C'est ça que nous appelons les hautes eaux. C'est que dès qu'il pleut, les eaux descendent et ça coïncide avec la saison des pluies. Et ces eaux-là inondent habituellement. Maintenant, nous avons des hautes eaux exceptionnelles qu'on appelle crues. Ces hautes eaux exceptionnelles, c'est de façon cyclique, soit la périodicité, c'est 5 ans ou 10 ans, ça dépend. Mais ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, c'est une périodicité de 10 ans en réalité. Donc c'est en 2010 qu'on a vécu ce phénomène-là. C'était vraiment une tragédie. Justement. Et en 2010, j'ai fait beaucoup d'émissions au niveau de l'ORTB où on a fait une émission depuis le mois de février-mars et on a prédit, on a projeté en septembre ce qui allait se passer. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas manqué. En 10 ans après, en 2020, le phénomène s'est reproduit. Mais en ce moment, j'avais fait une émission, je disais que l'intensité ne serait pas aussi grande que ce qu'on a vécu en 2010. Parce qu'on a pris des dispositions. Après plusieurs émissions, conseils et autres, on a pris des dispositions pour pouvoir canaliser les eaux et ça a atténué un tout petit peu. Maintenant, avec les changements climatiques, le phénomène a continué. Ce qui fait que cette année, 2 ans après, nous enregistrons
une forte quantité d'eau qui est tombée au niveau du septentrion. Et ce sont ces eaux qui sont descendues maintenant et qui entraînent ce que nous enregistrons. Donc depuis qu'on a commencé par enregistrer la grande quantité d'eau au niveau du septentrion, il faut s'attendre à ce que deux mois après, on puisse enregistrer ces cas-là ici. Donc vous saviez ça déjà? Tout climatologue, tout hydrologue sait que dès que ça commence au nord, nous allons enregistrer 1 mois et demi, 2 mois après ce phénomène-là au sud. Que se passe-t-il alors? L'intensité... Si on le savait déjà, pourquoi il n'y a pas eu de dispositions prises en amont? Pourquoi vous n'avez pas fait comme il y a 2 ans? Non, on a toujours proposé des dispositions. Les dispositions, c'est qu'il faut vraiment... ce que nous, on a proposé, c'est qu'il faut faire dévier les eaux, faire des retenues pour que les eaux ne descendent pas au même moment au sud. Donc il faut différer la descente des eaux. C'est la solution qu'on a proposée. Mais sur le plan pratique, beaucoup ont trouvé que bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure solution. Et la solution usuelle, ce qu'on utilise là, c'est qu'on attend que le phénomène arrive et on propose des dispositions pour pouvoir soulager la population. Dans plusieurs quartiers à Cotonou, on le disait déjà à l'introduction, à Rende, à Agla, à Vosakoudji, à Toyoyome, Ladji, les populations vivent carrément comme des aquatiques. Hein. Tous ces quartiers que vous êtes en train de citer là, si j'avais une carte, je vais vous montrer ça. C'est le sud du lac Nokoué. Et je vais vous expliquer un peu l'écoulement que nous avons en général. C'est l'Ouémé qui est l'élément principal de l'inondation que nous enregistrons au Bénin, là, c'est le fleuve Ouémé. Le fleuve Ouémé prend sa source au nord et est nourri par des affluents, l'Okpara et le Zou. Et tout ceci gonfle l'Ouémé et ça descend maintenant vers le sud. Et en descendant, ça séjourne un peu au niveau du lac Nokoué. Le lac Nokoué constitue une sorte de réceptacle qui reçoit d'abord les eaux de l'Ouémé avant de les conduire vers la mer. C'est ça le phénomène. Alors, le lac Nokoué, c'est un lac évasé. C'est pas, contrairement au lac Aémé, qui est un lac qui est d'effondrement, qui a des bordures raides. Le lac Nokoué, c'est un lac évasé. Et dès que les eaux arrivent, les eaux s'étalent. Et alors que Cotonou est situé tout juste après le lac Nokoué. Donc dès que les eaux arrivent, ça s'étale et ça inonde Cotonou. Et ça inonde Cotonou où? Les quartiers que vous venez de citer là, tous ces quartiers sont tout juste accolés au lac. Alors ça veut dire indirectement que ces quartiers sont dans le lit du lac. Donc par moment, le lac Nokoué revient naturellement dans son lit et tout le monde commence à crier. Alors, j'avais fait beaucoup d'émissions. Je dis, si vous voulez rester dans ces quartiers-là, soit vous faites des pilotis, vous construisez, vous laissez l'eau en bas. Parce que je le dis souvent, on ne lutte pas contre la nature. On collabore. Lorsque vous voulez rester dans le lit du lac, vous allez soulever votre installation, votre habitation, pour que l'eau puisse séjourner ou l'eau puisse passer en bas. C'est ce qu'ils ont fait à Ganvier, par exemple. Vous voyez? Mais il faut tenir compte de l'hydrologie de chaque pays et en intégrant maintenant le phénomène de changement climatique. Ça veut dire que chaque année que nous enregistrons les roseaux, il peut y avoir maintenant les roseaux exceptionnels tous les 10 ans où le niveau dépasse. Si vous arrivez au niveau c'est Fifaji, là où ils ont fait... le centre d'attraction. Oui, justement. Tout c'est ça complètement sous l'eau. C'est sous l'eau parce qu'on n'a pas tenu compte de niveau de plus élevé pour faire ces installations-là. Ils ont tenu compte des roseaux habituels pour pouvoir faire les installations. Mais les roseaux exceptionnels vont toujours dépasser. Alors, lorsque vous enregistrez sur 5 ans, le niveau de l'eau, c'est toujours au même niveau. On pense que l'eau ne va plus dépasser ce niveau-là. C'est pourquoi chaque fois, il faut intégrer. Il faut collaborer avec les climatologues, les hydrologues pour faire ces installations. Ce n'est pas seulement la maîtrise des BTP qui doit donner les solutions à ces problèmes-là. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors le problème se pose. Cette semaine seulement, nous avons célébré la journée de l'habitat. Le thème a été attention à l'écart. Ces populations-là qui vivent dans ces zones-là se sentent écartées pourtant.
Non, ces populations ne sont pas un quartier. Du moment où ils sont dans le lit du lac Nokoué. Ils ont eu la possibilité de s'installer dans ces zones-là. Ils sont certainement passés par les autorités. Ils ont eu le OK pour habiter ces zones-là. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs dans le phénomène d'installation. Mais il faut reconnaître que Cotonou a un plan d'urbanisme très correct. Très correct, je vous dis, parce que les urbanistes ont bien travaillé. On a eu ces documents, seulement c'est dans l'application que le problème se pose. Il y a des cas où il y a les zones interdites au niveau de Cotonou, on ne doit pas habiter. Tout le monde sait. Mais pourtant, en fonction du pouvoir public, de la politique, je vais dire, des décideurs, certains n'appliquent pas rigoureusement. Je vais vous donner le cas le quartier qui fait face au Terekou. Ce quartier, c'était vraiment une sorte de bas-fond qui recevait les eaux. C'est en ville ou bien pas exactement là? Non, à Hogbowe. Voilà. Ce quartier-là, par exemple, normalement, c'est lorsqu'on voulait construire le port. Vous voyez tout ce qu'il y a comme le quartier à Hogbowe fait corps avec la zone qui est un peu, comment je vais appeler ça, un peu à la cité Ouihola. Oui, toute cette partie-là, c'est ensemble. Oui. C'est lorsqu'on voulait agrandir le port de Cotonou qu'on a pompé le sable pour remblayer. Oui, pour remblayer cette zone-là. Parce que c'était les Néerlandais qui étaient venus faire le travail. Et on veut agrandir le port, mais il faut... Pour le port, c'est quoi? C'est qu'on creuse la mer pour que les bateaux puissent avoir une colonne d'eau nécessaire pour accoster. Donc, en pompant ces eaux-là, où est-ce qu'il faut mettre le sable? On a envoyé ce sable-là au niveau de la cité Ouiho. Et lorsqu'ils faisaient le travail, ils ont dit qu'il faut laisser séjourner pendant 30 ans. Avant la construction? Oui, avant les constructions. Et en ce moment, il y avait la société Sonagim en son temps qui disait que, bon, en 30 ans, moi, je peux construire des habitations et sous forme de commerce et récupérer mes sous en 30 ans. Donc, c'est ce qui est fait. Ce qui a donné naissance à la cité Ouiho. La cité Ouiho, où actuellement, là, vous allez voir que les murs sont lézardés et puis il y a tout de problèmes. En fait, lorsque vous voulez remblayer un site, vous voulez remblayer, on met le sable fin en bas et le sable grossier en haut. C'est le contraire qu'on a fait à la cité Ouiho, parce qu'au niveau de la mer, le sable grossier était en haut. Et ça qui est pompé d'abord est envoyé directement. Donc le sable grossier est en bas et le sable fin est en haut. Ce qui fait que la stabilité, pour pouvoir se stabiliser, ça a créé beaucoup de problèmes. Ça au niveau de la cité. Donc l'endroit là était remblayé à cause de ça. Mais à côté, la population s'est installée sans l'avis des autorités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait seulement en son temps, lorsqu'on veut faire les élections, on cherche à avoir de points. Donc, les populations se sont constituées. Ceux qui se sont installés illégalement dans ces zones, ils se sont constitués en lobbying, ils sont partis voir les politiciens pour dire si vous nous permettez, vous autorisez le lotissement chez nous, nous allons voter pour vous. Et l'autorité, en ce moment, est obligée, pas obligée. Il a cédé, on les a lotis. Et c'est pour donner l'explication à ce que tu as dit. On les a lotis, donc officiellement, c'est tout comme si c'est l'État, il les a mis là. Mais c'est une zone où qu'on ne doit pas habiter. Mais pourtant, ils ont utilisé le pouvoir politique, sinon les astuces politiques, pour se faire lotir. Donc, ceux-là sont là maintenant dans une zone interdite. Et lorsque les eaux arrivent, tous ceux-là vont crier pour dire que bon, l'État n'a qu'à venir les aider. Effectivement, il y a une grande partie de la cité Ouiho qui est actuellement sous les eaux. Oui, c'est toujours... Vous voyez, si vous prenez le lac Nokoué, lorsque l'Omé veut descendre, je vais dire, ça séjourne là-bas d'abord, avant de continuer. Et il y a des ramifications. Et c'est ça que vous avez, les ramifications, par Agla et jusqu'à la cité Ouiho, là, c'est des ramifications, c'est toujours du lac Nokoué. Bon, s'il y avait une carte, on allait montrer ça là-dessus directement. C'est ça qui s'étend jusqu'à Akogbato et autres. Tout cela, c'est la même chose. Alors, le phénomène, pourquoi est-ce que
on a des problèmes, même si on construit les infrastructures maintenant. C'est que, normalement, lorsqu'on construit les infrastructures, ça doit déboucher dans la mer. En principe. Bon, alors, donc, pour déboucher dans la mer, lorsque le lac Noko est déjà rempli, ce qu'on a construit, c'est le mouvement inverse que nous avons. J'ai vu à Sainte-Rita et autres, là, vous allez voir les grands collecteurs qu'on a construits là. L'eau quitte maintenant le lac Noko et rentre dedans. Et c'est le mouvement contraire qu'on a prévu. L'eau doit quitter la ville de Cotonou et aller vers le lac Noko pour soulager la population. Maintenant, c'est le mouvement contraire que nous avons. Parce que c'est rempli. Maintenant, ça suit les couloirs d'eau que nous avons réservés et ça regagne maintenant la ville. C'est le phénomène que nous avons actuellement. Monsieur Clézio, en période de basse zone, non, de haute eau simple, en période de haute eau simple, c'est le phénomène contraire qui... Oui, la quantité d'eau n'est pas aussi importante pour pouvoir revenir. Donc, ça là, ça évacue normalement. Donc, une partie continue au niveau du lac Nokoué et le lac Nokoué maintenant continue vers la mer. Donc, le phénomène ne se ressent pas au niveau des hautes eaux. C'est lorsque nous avons les hautes eaux exceptionnelles que vraiment on n'arrive pas à contenir. Donc avant de construire les infrastructures, on doit tenir compte de ce niveau de crue et non de hautes eaux. À Gla, nous avons fait un constat qui met tous ceux qui ont vu l'image à mal. Hein. Nous voyons des élèves qui, pour aller à l'école, sont obligés de traverser l'eau, une forte quantité d'eau qui, parfois, contient des reptiles. Nous avons vu quelques images. Les élèves marchent dans l'eau. Et pour illustrer, nous allons vous proposer quelques images déjà réalisées par Gulf TV Africa avec la complicité du réalisateur. Donc, nous allons voir ces images-là. C'est une épreuve difficile que traversent apprenants et usagers de cette ruelle, désormais impraticable en raison de la montée des eaux. Une zone pourtant située dans le 13e arrondissement, fief de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Les élèves du CEG Les Pylones décrivent la situation et alertent. On paye avant de prendre la bac. Et ça, parfois, ça nous retarde pour aller au cours le matin ou bien pour vite rentrer pour réviser nos cours. Mais on peut dire qu'ils ont aménagé quelques efforts pour nous permettre de ne plus passer dans l'eau et aussi de limiter le nombre de personnes à embarquer à bord. La situation est ainsi depuis environ 3 semaines lorsque les eaux ont monté un peu. Nous voulons que l'État nous réhabilite la voie, que ça soit plus accessible et qu'on ne connaisse plus ces genres de situations d'inondation. De temps en temps, du retour de l'école, en revenant là, je vois mes amis, mes frères et sœurs passant dans l'eau. Ça me tourmente, ça m'énerve à voir. Je me demande même si l'État là, il voit ce qui se passe dans le quartier. Les enfants risquent de se noyer. Taille coûte grand. Eux tous ne font que passer dans l'eau, ils risquent de se noyer. En plus, ils vont attraper une infection. L'État ne va pas intervenir lorsque leurs parents sont en train de dépenser. Donc l'État n'a qu'à vite faire. Sinon, ils sont dans des situations vraiment dangereuses. L'État n'a qu'à vite faire. S'ils ont cours à 14h et qu'ils quittent la maison vers 13h30 comme ça, c'est la voie la plus rapide. Ils ne peuvent pas aller passer par là-bas. S'ils passent par là-bas, mais ils peuvent être en retard. Arrivé à l'école, les censeurs et les suiveurs, même les messieurs ne vont même pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont les renvoyer. C'est à cause de la situation de l'eau. C'est à cause de la situation de l'eau qu'ils sont en train de passer dedans. C'est la voie la plus rapide. Et voilà que la voie est en danger. Lorsque le soleil est sorti maintenant, là, si vous tardez ici un peu, là, vous allez entendre des cris. Ils vont trouver des serpents dedans. Mais on aura peur de passer par là. Ils payent 25 francs pour passer. Et puis le vieux les transporte. La dernière fois, c'était le vieux qui est là, qui a commandé du sable. Et puis, ils ont fait. Sinon, ici, là, à partir d'ici jusque là-bas, là, c'est inondé. On ne pouvait même pas passer. Tu peux passer sans mettre tes pieds dans l'eau. Pour les autres usagers de ce tronçon, c'est un calvaire que subissent ces apprenants, contraints d'en emprunter faute d'argent. Le gouvernement est appelé à venir en aide, clame-t-il. Si on a les Jidai, mais on a un support solaire. Donc, on va avoir zéro tité. Mais là, on va avoir malgré ça, on va avoir Entre-temps, il y avait de l'eau sur ce chemin, mais avec la montée, c'est devenu criard. Les apprenants ont du mal à rejoindre l'autre rive. Faute d'argent, ils traversent cette eau qui contient des reptiles.
Moi, il y a des gens qui ont été dans les bois, ils ont fait oui. Donc, il faut verser. Même les gars, dans le sein, ils dans le conseil, ils vont dire que les conscients, ils donc, il faut verser temps. Moi, je dis que les filles, elles veulent vraiment dire. Ce qui se passe ici est alarmant. Les enfants vivent le martyre. C'est avec une pirogue qu'ils rejoignent l'autre rive. C'est pénible. L'eau a envahi nos maisons. Là maintenant, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a vécu ça là. Maintenant, là, c'est un peu dommage pour nous et nous crions au secours, au gouvernement de venir au secours parce que nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école à l'heure. Parce que là maintenant, c'est les gens volontaires, ceux du Toffin, qui viennent maintenant, qui ont amené le bac pour que ces enfants puissent donner au moins 25 francs pour traverser. Aller recevoir 50 francs. Tous les jours, c'est comme ça. L'enfant, quand on lui donne 200 francs, il doit faire photocopie au boulot, à l'école. On lui donne 200 francs ou bien 100 francs. Il va prendre 50 francs pour traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il lui reste? Les parents en train de crier au secours, au gouvernement de venir au secours pour la population. Là maintenant, il nous faut réellement un pont pour traverser. Pour que l'État pense à Agla les pylônes. Parce que ça la sert. Ça sert aux populations d'Agla à Clomé et Agla les pylônes. Les deux quartiers ensemble, ça nous aide. Parce que les élèves qui quittent en tente, Sacré-Cœur, Agla les pylônes, Agla Nord, tous près par là. Les élus locaux des deux quartiers lancent un cri d'alarme. Mesdames, Messieurs, vous avez compris quelques petites difficultés, mais tout est entré dans l'ordre. La technique a ses raisons que bien parfois les techniciens eux-mêmes ignorent. Nous allons poursuivre cette émission, mais avant, nous allons nous rendre à Rendé, dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou. Ici, les dégâts sont énormes. Les populations vivent le calvaire du fait des récentes crues. Suivez. Des collecteurs d'eau jonchés d'ordures qui débordent et déversent leurs déchets dans l'espace ici à Rendé à Cotonou. Pourtant, on y trouve des hommes, des femmes et même des enfants traverser ces flaques d'eau car n'ayant aucun choix. Quand si lui est vulgarisateur, il n'a pas d'autre choix que d'exercer dans l'eau. Tout est inondé, c'est pas facile. Jusqu'à ce qu'il faut qu'il y a des gens qui ont mis les bottes là pour pouvoir traverser. Tu ne peux pas passer sans passer dans l'eau. Ce qui est grave, ça passe chaque moment où il y a saison de pluie. Si l'État peut faire quelque chose pour empêcher ça, ouais, quand ça arrive comme ça, les enfants ne peuvent pas... Pour aller à l'école, c'est difficile. Les femmes ne peuvent pas aller au marché. Et puis, c'est pas bien. Il faut que l'État fasse quelque chose. Aller à l'église, c'est ça même. Et puis, il faut que tu passes dans l'eau pour pouvoir aller à l'église. C'est pas... La situation est compliquée. Il y a des maisons qui sont inondées complètement. Il y a des gens qui sont déménagés. C'est pas bien. Bon, on sait pas. Il faut que l'État fasse quelque chose. C'est ça qui est important. Parce que si c'est pour faire un barrage, pour que l'eau puisse rentrer à chaque moment où il y a inondation, il faut qu'il trouve chemin pour passer. Là, ça va nous arranger. Si tu arrives au Bossa même, tout le monde sont en train de déménager. C'est plus pur qu'à Saint-Lucie. À l'école primaire publique de Rendé Nord, les enfants ne vont plus à l'école. La montée des eaux est en criard. C'est la montée d'eau. C'est la montée d'eau. Nous sommes en saison de crue, comme on a l'habitude de constater. Et il y a de cela 12 ans, on a eu à constater ce phénomène-là et que sincèrement, ce n'était pas vraiment la joie. Et cette année-ci, maintenant, c'est venu. Et nous sommes en train de prier Dieu, quitte à ce qu'au moins 2 jours, 3 jours, ça va repartir. Mais de jour en jour, nous constatons que ça remonte, ça monte et ça monte. Mais de l'autre côté du commissariat de Rendé, au niveau de l'école là-bas de Rendé 2, nous avons vraiment constaté la montée de l'eau qui vraiment nous a fait peur et nous sommes obligés de décider on a appelé les responsables au haut lieu là-bas
et qui ont décidé véritablement de congédier les enfants. Et depuis le vendredi, les enfants ne vont plus à l'école là-bas, puisque la situation est vraiment criarde. Et on ne peut pas laisser les enfants passer dans l'eau et aller à l'école et revenir à la maison. Parce que nous qui sommes parents, nous qui sommes des élus locaux, on n'aura même pas la paix du cœur. C'est ce que nous sommes en train de constater à Rindé et que ce n'est pas la joie. Nous sommes dans la période de crue et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène national et nous vivons ça. Vous constatez déjà avec moi, il y a la crue au portail de l'école et à l'alentour même de l'école, nous sommes perturbés par ces eaux de crue là. Donc, oui, effectivement, les enfants pour venir à l'école, c'est véritable calvaire dans le quartier. Vous constatez déjà l'école d'à côté, le Rindé 1, ils sont déjà à la maison, puisque l'eau est rentrée même dans les salles de classe. Mais ici à Rindé 1, cette chance que nous avons déjà, avec l'aide des autorités, puisque c'est une école déjà vieille. Vous constatez déjà avec moi que c'est une chance pour moi, puisque j'ai pris service ici le 16 août passé. Et avec l'aide des autorités, et la toiture, la réfection, c'est déjà en état déjà. Donc pour l'heure actuelle, c'est phénomène de crue. Et pour le moment, c'est au portail. Je ne sais pas les jours à venir si ça va rentrer dans l'école. Alors si ça rentre dans l'école, nous avons nos autorités hiérarchiques qui sont là, ils vont prendre les dispositions idoines. À Djidja, Ladji, Toweta et Toyoyome, la situation est pire et les élus communaux et municipaux sont au courant selon les riverains. C'est visiblement une catastrophe et les populations attendent. Professeur Placide Clédio, oui. Votre réaction? Bon, la réaction, moi je riais seulement parce qu'on s'attendait à ça. Chaque année, ça se produit. Et comme je le disais tantôt, c'est les quartiers qui sont au sud du lac Nokoé qui sont atteints de divers niveaux. Mais ce qui aggrave la situation là maintenant, c'est lorsque les eaux s'entremêlent aux déchets, ça va entraîner d'autres cas de maladie et ce ne serait pas bien. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer par les enregistrer. Tout juste après ces inondations, vous allez avoir maintenant des cas de maladies de façon répétée et ce ne serait pas bien pour la population. Donc en fait, la solution proposée, et on a eu même à faire comment dire, une thèse là-dessus. Nous avons proposé à ce que le long du cours d'eau, l'Ouémé, que nous puissions faire des rétentions d'eau qu'on peut réutiliser pour faire de l'agriculture, pour faire la pisciculture, mais qu'on n'empêche pas l'eau de descendre. Donc c'est de différer la descente des eaux. Ce qui fait que les eaux ne viendront pas ensemble tel que ça se passe maintenant pour pouvoir inonder. C'est la solution qu'on a proposée. Non seulement on a fait, ce n'est pas théorique, mais on a proposé, j'ai donné ça à un étudiant de l'EPAC en réalité, qui maîtrise la modélisation. Et on a fait des modèles pour pouvoir mettre en application ce qu'on est en train de dire de façon théorique. Mais il y a 2 ans, je vous disais, la situation s'est reproduite et au niveau de l'ITA et de Tampé, tout était bouché, il y avait vraiment l'inondation. Et c'est grâce au drone que j'ai utilisé pour pouvoir circonscrire vraiment le phénomène, pour proposer des solutions. Et en ce moment, on a travaillé avec le préfet de l'Atlantique et il a trouvé l'apport de l'université dans la résolution des problèmes sur le plan national. Il en est tellement content qu'il m'a adressé une lettre de félicitations. Donc, on a... Ce que le ministre de tutelle aussi a accompagné. Oui, justement, mon ministre de tutelle, au vu de ce que le préfet a fait, m'a adressé une lettre de félicitations aussi. Et dans la lettre, ce qui était remarquable, c'est que c'est l'apport de l'université dans la résolution des problèmes sur le plan national. Et c'est le rôle que nous sommes appelés à vraiment jouer. Donc cette fois-ci, dès que ça a commencé, à Logosokhe, on a dit, bon, voilà la situation. L'OME s'est levé et autres. On s'attend déjà à ce que cela puisse arriver 2 semaines après que nous analysons ces cas-là ici. Et la pluie n'a pas cessé. La semaine passée... Vous voulez dire qu'en plus des crues, la pluie s'en est mêlée? Non, justement, c'est la pluie là qui entraîne la crue. La quantité d'eau que nous sommes en train d'enregistrer cette année-là, ça augmente toujours.
Donc l'eau va toujours venir avant de commencer par descendre. Évidemment, tout ce que nous sommes en train d'enregistrer là maintenant, lorsqu'on va aborder le mois de novembre, c'est fini, tout le monde va oublier encore. Parce que les eaux vont commencer par se retirer progressivement et on ne va plus en parler. Là, on va aborder le mois de décembre, le matin viendra et puis on va oublier qu'il y avait même inondation. Donc le phénomène, dès que ça vient, ça dure 1 mois, 2 mois ou plus, et après on oublie. Et il faut attendre encore des années pour que cela puisse revenir sous cette forme-là. Ce qui fait que tout le monde néglige. Tout le monde néglige, on ne voit pas l'importance de mettre en application les solutions que les universités ont proposées pour dire, nous on a étudié, voilà ce que ça va entraîner. Donc, lorsque moi j'ai enregistré sur WhatsApp les vidéos qu'on envoie de Logozoka et autres là, je dis bon, ça c'est ce qu'on a enregistré là-bas, mais d'ici quelques jours, nous allons enregistrer ça maintenant. Et effectivement, ça a commencé au niveau de Bonou, dans la vallée de Lomé. L'eau est arrivée au niveau des plafonds. Oui. C'est ça. Donc, tout le cours d'eau, le Lomé doit être pris en compte dans son écoulement pour qu'on puisse vraiment régler ce problème d'inondation. Ce n'est pas seulement les infrastructures qu'il faut vraiment construire, mais il faut féliciter ce qui est fait. Depuis les autres gouvernements jusqu'à présent, on a pris le soin quand même de canaliser les eaux pour que cela puisse vraiment alléger les souffrances de la population. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que c'est les changements climatiques qui ont augmenté la quantité d'eau. Et lorsque je dis changement climatique, c'est quoi? C'est que vous avez une grande quantité d'eau qui tombe en un temps très court. Donc le sol n'a pas le temps d'absorber cette quantité d'eau et ça inonde. Nous avons vu et nous avons aussi, sur la période, vous pouvez avoir la quantité d'eau qui doit tomber au cours d'une année, vous pouvez les avoir en 1 semaine. J'ai dit en 1 année. La quantité que vous recevez au niveau de votre pays, par exemple, vous pouvez recevoir ça en 1 semaine. Ce qui fait que vraiment, le sol n'arrive pas à les absorber. Donc, c'est ces phénomènes-là. Donc, il faut vraiment intégrer le phénomène de changement climatique dans nos propositions pour pouvoir régler les problèmes d'inondation à Cotonou. Nous avons vu tout à l'heure des collecteurs d'eau jonchés d'ordures qui sont descendus dans la rue, on va dire. Et dans cette même rue, on voit la population circuler à son aise. Est-ce que c'est normal cela? Et les collecteurs d'eau, pour les construire, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions techniques à prendre? Oui, je vous ai dit que ces collecteurs d'eau sont dimensionnés en fonction des hautes eaux et non des crues. C'est ça le vrai problème. En fonction des roseaux, on arrive à contenir. Donc, l'année passée, on n'a pas vécu ça parce que ça arrivait quand même à évacuer les eaux. Mais il faudrait qu'on puisse construire ces collecteurs-là en tenant compte des crues et non des hautes eaux. Les crues, c'est les hautes eaux exceptionnelles qui arrivent où on n'arrive pas vraiment à contrôler ces quantités d'eau. Il y a une grande quantité qui arrive et c'est de façon cyclique. C'est depuis des années que c'est comme ça. C'est comme le phénomène des éclipses solaires. C'est déjà programmé sur près de plusieurs siècles. Et ça se passe comme ça. On sait que dans tous les 10 ans, on va enregistrer ces cas. Donc normalement, nous devons prendre nos précautions. Et ce qu'on a proposé, c'est de faire des retenues d'eau en amont. Ces retenues d'eau-là, ça va permettre de faire de l'agriculture, de faire de la pisciculture, et on laisse l'eau descendre progressivement. Donc on va différer la descente d'eau, si bien que 2 mois après, comme je l'ai dit, l'eau en venant à Cotonou ne va plus venir ensemble pour pouvoir inonder, mais de façon, et ça peut couler progressivement vers la mer. Vous allez voir maintenant, chaque année au niveau du Bénin, nous enregistrons 13 milliards de mètres cubes d'eau après les pluies là. Et toutes ces eaux-là coulent facilement dans la mer. Et 2 mois après, 3 mois après, on commence par dire que nous n'avons pas d'eau. Et qu'il y a problème d'eau. Il y a problème d'eau ici, et ainsi de suite. Donc, c'est la maîtrise de l'eau qui constitue le vrai problème d'inondation à Cotonou. Il faut maîtriser les eaux. Les techniciens, les spécialistes, les professeurs de vos rangs ont certainement des réponses. Hein? Non, je vous ai dit, on est allé jusqu'à faire une thèse là-dessus. La thèse est là avec les propositions.
les propositions, c'est une carte, on a identifié là où il faut faire les retenues d'eau. Tout est identifié, c'est là. Il reste donc à mettre en application. C'est la mise en application. Placide Clédio, est-ce à dire que jusqu'aujourd'hui, nos décideurs, nos autorités, au plus haut niveau de l'État, se foutent pas mal des études universitaires? Non, ce n'est pas se foutre pas mal. Vous voyez, lorsque vous avez le pouvoir... D'accord. Non, lorsque vous avez le pouvoir, il faut répondre aux problèmes de la population dans l'immédiat. C'est ça. Lorsqu'on n'a jamais eu le pouvoir, on peut se dire certaines choses. Mais lorsque vous passez une fois et que vous passez dans un ministère et vous voyez comment les choses se passent, on change de langage. Parce que vous devez répondre aux aspirations de la population lorsque le problème se pose. Oui, répondre aux aspirations de la population, ce n'est pas attendre que le phénomène arrive avant de leur trouver solution. Il faut prévenir le phénomène. Oui, justement. Ce dont je parle, celui qui a au Bénin, celui qui prend le pouvoir, il a 5 ans. Et je vous ai dit maintenant que c'est cyclé sur 10 ans. Est-ce que vous voyez? C'est ça en réalité. Celui qui a 5 ans de mandat, lui, il cherche à avoir des solutions, régler les problèmes de la population et avoir des résultats à la fin de son mandat. C'est ça en réalité. Alors que le plan de développement, pour la plupart, lorsque vous rentrez dans la planification, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Donc, le rythme de planification, c'est au moins 15 ans. Alors, celui qui a au pouvoir... L'administration a une continuité. Oui, justement. Lorsque c'est une continuité, donc, le système on peut que nous élaborer avons... des plans à l'horizon 2050, des plans à l'horizon 2070, etc. Et puis, progressivement, chaque gouvernement... Si tu prends les documents de planification que nous avons à l'AFI à 2025, tout ce que nous avons comme planification, tout est là. Tout est là, on a tenu compte. Mais celui qui est au pouvoir, est-ce que lui va attendre maintenant que ça soit dans 10 ans qu'il va avoir les résultats? C'est de ça que je parle. Donc, il doit poser des actes pour que celui qui arrive là puisse vraiment continuer. Mais il n'y a pas cette continuité jusqu'à présent. Chacun travaille juste pour démontrer sa force lorsqu'il est au pouvoir. Et un autre arrive aussi et il continue. Donc, ce qu'on conseille, c'est que ces documents de planification doivent être mis en application. On a fait une réunion la fois passée où c'était très, très réconfortant. C'est que ce gouvernement actuel est en train de reprendre tous les documents de planification et restructurer. Parce que vous allez voir que ça pose un problème de plan de développement national. Et ce gouvernement a eu à le faire. Et lorsque vous prenez, au départ, on disait que c'est le programme d'action du gouvernement. Ce programme d'action, ce n'est que les projets de société de tous ceux qui ont supporté le président à venir au pouvoir. Et ça permet de dire, bon, on a tenu compte des partis politiques et ce qu'ils ont voulu, c'est ça que nous allons appliquer, mais ce n'est pas suffisant. Et ils ont le mérite, ce gouvernement, à faire maintenant un plan de développement national. Et ce plan, normalement, devait passer à l'Assemblée et on doit voter pour que chaque président en venant doit respecter ce plan-là et faire un pan de ce plan. Et là, on va régler le problème. Mais tant qu'on ne veut pas aller là où chacun vient avec son mandat, il essaie de démontrer que lui peut travailler, avoir des résultats et il s'en va. Un autre arrive aussi et c'est la même chose. C'est maintenant qu'ils sont en train de tout reprendre. C'est pourquoi il parle de réforme. Il faut vraiment analyser ça, vous allez voir. C'est qu'au niveau des réformes, il y a des choses qu'il faut reprendre à la base. Les documents de planification sont arrivés à terme maintenant. Il faut d'autres échéances. Et on n'a plus maintenant 2060. Donc on va faire maintenant des documents de planification pour que jusqu'en 2060, on puisse vraiment faire régler les problèmes là. Donc vous allez voir que le problème d'inondation serait réglé à travers ces plans de développement. Et tout ce qu'on est en train de proposer dans le moment doit être pris en compte. Souhaitons que celui qui a le pouvoir puisse écouter l'université pour qu'on puisse vraiment appliquer ces choses-là. Nous avons également réalisé un autre reportage à Fifadji, l'aire de jeu réalisé pour permettre aux enfants de se distraire également sous l'eau. Avec notre réalisateur, nous allons voir la possibilité de voir ce reportage. Il nous informe qu'il a quelques problèmes avec ce reportage-là, donc nous y reviendrons. Les collecteurs d'assainissement pluvial sont en cours de construction avec le programme PAPC, professeur. Pourtant, on enregistre ces inondations-là cette année. Est-ce parce que les travaux ne sont pas terminés? Vous avez dit c'est en construction, non? Donc il faut attendre la fin de la construction de ces collecteurs-là. C'est sûr que ça va régler
vraiment le problème. Mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'il faut tenir compte des changements climatiques et des crues pour pouvoir dimensionner ces caniveaux-là. Ce n'est pas seulement les hautes eaux, ce qu'on a l'habitude de voir chaque année là. Il y a des trucs exceptionnels qui arrivent et qui dépassent, et c'est ce qu'on enregistre maintenant. Donc, Professeur Gledio, c'est déjà en construction, vous l'avez dit. Est-ce qu'on en a tenu véritablement compte? Parce que je vais vous donner un simple exemple. Un grand collecteur passe devant Gulf TV Africa. Oui. Mais à certains moments, pas de crue, mais de simples pluies, hein, ou bien quand il tombe des averses, le collecteur est plein. Complètement plein. Oui, c'est le rôle du collecteur, ce que tu dis. C'est son rôle, c'est de collecter ces eaux-là de pluie et les drainer maintenant vers le lac. Tout ce qui est fait vers la mer. Mais en période de hautes eaux, même pas de crues, en période de hautes eaux, ça déborde. Oui, c'est ça que je dis. En réalité, ces collecteurs sont dimensionnés. Cela veut dire qu'on n'a pas tenu compte des changements climatiques pour élaborer les ouvrages, c'est ce que je voulais dire. Les changements climatiques, ça varie. Donc, ce qu'on est en train d'enregistrer maintenant là, il faut que les universités puissent les aider à faire des modèles pour leur dire on peut aller un peu au-delà. Vous voyez? Sinon, les collecteurs qui sont en train d'être construits maintenant, on a la chance qu'on a ce cas où on a maintenant le niveau des hautes eaux. Ils doivent en tenir compte pour remoduler, pour revoir les paramètres, pour construire davantage ces collecteurs. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance-là? Tout le temps, c'est des collecteurs qui ne tiennent pas compte des changements climatiques. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est parce que j'ai assisté à des séances où on est en train de reprendre les documents de planification. Donc, à l'avenir, vous voulez dire? Oui, ça c'est sûr qu'ils vont vraiment l'intégrer. Parce que lorsqu'ils sont... Je crains que vous ne soyez déçus, puisque ce sont les politiques. Non, en réalité, nous à l'université, ce qu'on regrette, c'est que le pouvoir politique ne concerte pas vraiment les universitaires sur tous les plans. C'est que c'est des universités individuelles qui sont associées à des programmes. Et c'est ça qui donne ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais ce que nous on propose, c'est l'institution qu'il faut associer. Lorsque vous avez un programme de développement, vous associez l'institution. Le département de géographie est là pour les aider, voyez, pour dire, bon, on peut vraiment... Il y a l'Institut de géographie, est là aussi, et ce n'est pas les professeurs de ces instituts qu'il faut prendre. Non, c'est l'institution. Lorsque vous appelez l'institution, l'institution va proposer plusieurs spécialités pour régler un problème. Moi qui suis ici, j'ai une spécialité. Je ne peux que développer ma spécialité. Alors qu'un phénomène d'inondation, ce n'est pas que ma spécialité. Ça prend en compte plusieurs choses. Depuis, si vous prenez pour construire maintenant, l'architecte fait le plan, l'urbaniste vient, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs personnes pour régler un problème. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc au niveau sur le plan de développement, il faudrait qu'on puisse vraiment intégrer les spécialistes des institutions de l'université pour qu'ensemble, on puisse travailler en symbiose pour régler les problèmes du pays. Une question revient souvent, est-ce que l'étude d'impact environnemental est faite avant le démarrage de la construction de ces infrastructures? Oui, il n'y a pas. Aujourd'hui, là, au Bénin, vous ne pouvez pas faire des projets et autres là, sans étude d'impact environnemental. Mais en réalité, les études, jusqu'à présent, est-ce que ça règle les problèmes? Cela veut dire que les études sont mal faites? Non, ce n'est pas que c'est mal fait. Les gens font les études de façon... ils négligent un tout petit peu. Donc, dès qu'ils font les études d'impact environnemental, c'est des formalités. Mais tout ce qu'ils proposent, lorsqu'ils disent, parce que l'étude d'impact environnemental, ça ne veut pas dire que vous allez polluer, vous n'allez pas polluer, vous n'allez pas embêter, non. Mais vous dites, je vais polluer, mais voici ce que je propose, des mesures de compensation. Maintenant, c'est le suivi pour pouvoir suivre ces mesures de compensation qui manquent. C'est pourquoi vous ne remarquez pas l'impact vraiment de ces études-là. Parce que la personne dit, je vais installer un projet. Mais le projet va entraîner la pollution. Mais voilà ce que je propose pour des mesures compensatoires pour régler la pollution que je vais occasionner. Alors, lorsqu'il commence par appliquer, est-ce qu'il effectivement il suit ces mesures de compensation qu'elle lui a proposées? C'est là
Donc, toutes les études, tout ce qu'il y a comme projet aujourd'hui au Bénin, avec l'aide de l'ABE, vous devez faire une étude d'impact environnemental. Ils le font, ils ont le certificat de conformité. Maintenant, il reste le suivi. Dès qu'ils commencent par appliquer, est-ce qu'effectivement, les mesures qu'ils ont proposées pour pouvoir régler les problèmes d'inondation, les problèmes de pollution qu'ils ont occasionnés, est-ce qu'ils appliquent effectivement? Donc, le problème est vraiment là. À Fifadji, nous avons retrouvé les images selon nos réalisateurs. Les réalisateurs de Tout Contrôle aujourd'hui nous informent que ce reportage est prêt. Nous allons voir avec vous, chers téléspectateurs, le professeur Placide Clédio. Voyons ces images. C'est désormais ici que ce héron solitaire, appartenant à la famille des oiseaux échassiers, vient jouer, mais aussi pour se nourrir de petits poissons. Voilà ce qu'est devenu ce joyau de Cotonou, appelé le jardin public de Fifadji, dans le 9e arrondissement. Tout un investissement à l'eau, ou du moins provisoirement sous l'eau. Implanté en plein cœur du remarquable marécage de Fifadji et justant le pont de ce même quartier, cet espace de jeu qui était censé combler le vide créé par la fermeture de certains espaces, tels que Magic Land dans la zone de l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganti et le village de Noël de la plage de Fudj-Rosset, se révèle être une stupéfaction pour les populations de la ville métropole au regard de ce qui se constate ici. Vous savez, c'est un jardin d'attraction qui présente toutes les formes d'un joyau qui embellit tant soit peu la zone où cette place a été édifiée. Mais curieusement, c'est que pendant la saison des pluies, cette place devient complètement inondée à grande échelle. Or, c'est une place qui permet aux jeunes de se distraire, d'effectuer toutes les natures de jeu, du sport même. Et pendant les fêtes de fin d'année, cela draine beaucoup de monde. Pendant les fêtes de Noël, les enfants sont là, les enfants se distraient, il y a plusieurs jeux. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est vraiment dommage. Et cela nous préoccupe en tant qu'autorité locale. Cela nous préoccupe parce que l'investissement qui a été fait là par l'État béninois n'est pas amusant. Mais bizarrement, cela ne présente plus sa belle forme pendant la saison des pluies. Nous sommes vraiment préoccupés, nous sommes vraiment indignés, je dirais même, parce que la montée de l'eau déborde jusqu'à mettre cette place vraiment dans une situation catastrophique. Ce n'est pas bien et ça ne nous enchante pas. Tout ce que l'État a mis là, tout ce qui a été investi, tout ceci se dégrade progressivement à cause de l'inondation. Les portes du jardin public de Fifadji sont ouvertes, certes, mais personne ne veut prendre le risque d'aller voir des gazons synthétiques sous l'eau ou des équipements de loisirs submergés. Nulle part ici qu'il soit possible d'y mettre pied sans retrousser les pantalons. On a constaté que depuis un certain moment, il me semble que la fondation est ébranlée. Et puis, tout à coup, on a commencé à vivre l'inondation ici. Et puis, on n'a plus la place pour s'amuser là où les enfants vont rester pour gérer leurs émotions, la joie. Bon, on n'a plus. Et l'eau a envahi tous. Pour une zone marécageuse de cette envergure, certains se posent la question de savoir quel type d'études et sur quoi les initiateurs se sont basés pour implanter une aire de jeu aussi utile à un endroit dont on sait peut-être
que la politique du moment ne pourra relever le défi. La question reste en suspens, le temps qu'une explication officielle situe chacun. Vous avez vu ces images, professeur, nous parlions tantôt de cet espace-là. Voilà les images que nous avons eues. Quelle est votre réaction? La réaction, bon, évidemment, vous savez que c'est une zone, comme je le disais, ça a été construit en tenant compte des routes eaux simples. Donc, le niveau auquel on a mis les gazons et autres là, c'est inondé maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre et relever. Vous savez, il n'y a pas meilleure façon d'expérimenter les choses lorsque vous voyez cela en application. Une fois qu'ils ont maintenant vu là où les eaux sont arrivées, pour reprendre, ils sauront à quel niveau désormais il faut voir reprendre. Mais même avec ça, c'est qu'il faut faire recours à l'université pour qu'on puisse leur dire réellement à quel niveau il faut arriver. Il faut voir le département de géographie, l'institut de géographie, pour qu'on puisse les aider à identifier le niveau minimal qu'il faut pour pouvoir le faire. Soit, si c'est trop élevé pour le remblai, on fait ça en pilotis. Parce qu'on sait que l'eau, par moment, va revenir là. On fait ça en pilotis. Mais j'ai remarqué que c'est un jardin, donc ils voulaient exploiter vraiment le gazon. C'est pourquoi ils ont mis à ce niveau-là. Donc désormais, c'est qu'il faut vraiment relever et tenir compte des crues que nous vivons pour pouvoir reprendre. C'est des infrastructures avec beaucoup d'argent investi, mais je pense que ça nous donne des leçons et ça nous permet maintenant de reprendre et de ne pas répéter ces erreurs-là ailleurs. Professeur Cléjo, lorsqu'on parle des milliards à l'eau, c'est l'expression authentique de milliards à l'eau. Non, je ne pense pas que là, ça atteint le milliard. Ces infrastructures, non, ce n'est pas encore les milliards. Ce n'est pas encore des milliards. Non, ce n'est pas encore les milliards. Mais c'est l'argent du contribuable quand même à l'eau. En fait, vous savez que ce pont a été repris encore. Oui, le pont a été repris. Au moment après plusieurs années d'usage. Oui, justement. Ça a été repris et on avait réagi en son temps. J'ai fait une émission là-dessus. Parce que lorsqu'ils ont construit le premier niveau, on avait réagi pour dire que ce n'est pas le niveau requis pour pouvoir faire passer ce pont-là. Parce que les eaux peuvent dépasser. Ce qu'on avait dit en ce moment, j'ai fait une émission où on a dit que les eaux risquent de passer sur le pont. Avant que cela n'arrive, on avait un autre gouvernement qui est venu et ça a été surrelevé. Oui. Vous voyez, ça a été surrelevé. Mais en surrelevant, on doit tenir compte de ça pour faire l'infrastructure qu'on a mise à côté. Oui. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc on a surrelevé le pont seulement, mais l'infrastructure qui est en contrebas, ils n'ont pas tenu compte de ça, ce qui fait qu'actuellement l'eau a pris d'assaut cette infrastructure-là. Alors que ça n'existe nulle part maintenant à Cotonou. Comme l'élément a montré, la zone de l'aéroport qui est magique, là, tout est fermé. Et c'est maintenant que... c'était un centre qui aidait un peu, mais je pense qu'on va trouver la solution parce que il faut reconnaître que ce qui est en train d'être construit actuellement... Le PAPC, le projet... Le PAPC, lorsqu'on a commencé les constructions, il faut reconnaître qu'il y aura des bouchons. Il y aura des endroits où l'eau ne va pas couler parce qu'on est en train de faire des fouilles. Vous voyez, non? Donc, ça peut occasionner un peu, mais dès qu'on va finir, je pense que la population va respirer un peu. Et que dans ce PAPC, le plan d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, on tiendra compte, on associera les universitaires, l'université pour réaliser effectivement. Oui, justement, j'avais posé le problème, hein, ils nous ont dit non, les universités sont toujours associées. Mais c'est à divers... Enfin, les universitaires sont associés, mais l'université n'est pas associée. Oui, c'est l'institution qu'il faut vraiment associer pour qu'on puisse vraiment régler. Là, ils auront plusieurs spécialités pour pouvoir vraiment les aider. Alors, actuellement, ce qui est construit, non, on ne peut pas tout de suite dire que ça ne va pas aboutir parce que je ne maîtrise pas le contenu du programme pour pouvoir dire c'est mauvais et autres. Non. Mais ce que j'ai remarqué, dès qu'on commence ce genre d'activité, ça peut entraîner des problèmes. Mais dès qu'on finit, ces problèmes sont réglés. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est comme il y a 2 ans, ce qui s'est passé au niveau de l'ITA. C'est parce qu'ils ont fermé des écoulements d'eau et l'eau a stagné. Mais lorsqu'on a identifié, on a dit qu'il faut vraiment faire l'ouverture, toute l'eau est partie. Donc, ce qui a commencé maintenant, la réalisation de
ces infrastructures, ça occasionne des dommages maintenant qu'on va régler rapidement pour que vraiment prochainement on ne puisse plus enregistrer ces cas-là. Et il faut attendre, vous voyez, maintenant il faut attendre peut-être 10 ans après avant que cela ne revienne sous cette forme-là. Sinon, chaque année, nous aurons les hautes eaux. Et les hautes eaux sont déjà maîtrisées en réalité. Les infrastructures qui sont construites aujourd'hui arrivent à canaliser les eaux vers la mer. Parce que la mer, c'est le niveau le plus bas. Et le continent est élevé. Donc, on collecte les eaux, on les canalise, on les envoie vers le niveau le plus bas, qui est la mer aujourd'hui. Alors, donc, au niveau du lac Nokoué, le lac Nokoué est un peu plus élevé. Donc, l'Ouémé en venant séjourne un peu au niveau du lac Nokoué, mais finalement, ça continue vers la mer. Donc, c'est tout le système hydrologique du Bénin. Donc, en dehors de l'Ouémé, il y a maintenant le Mono. Parce que nous avons les deux grands cours d'eau du Bénin. Vous avez l'Ouémé, vous avez le Mono. Alors, ce qu'on est en train de vivre ici, on va vivre les mêmes phénomènes de l'autre côté du Bénin. La chance que nous avons pour le Mono ne traverse pas plusieurs communes avant de regagner. C'est seulement la zone du Mono, Grand Popo et autres, là, que ça traverse. Ça sert de frontière entre le Bénin et le Togo. C'est pourquoi on ne crie pas. Mais si vous allez au niveau de l'Ouémé maintenant, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. J'ai pris par là, il y a quelques jours, au niveau du pont péage de Grand Popo. Tout était sous l'eau. Hein. L'eau est déjà au niveau de la voie bitumée. Oui. L'eau est déjà au niveau de la voie bitumée. Et au niveau de Guézin, dans ces circonstances-là, au niveau de Guézin, l'eau passe sur le goudron, sur la voie bitumée. Donc, nos correspondants nous ont expliqué que les localités d'Atiémé et autres étaient sous les eaux. Oui, ça c'est normal. C'est qu'on a construit un barrage sur le Mono et ça permet de différer un peu. Donc, les eaux sont retenues et après, on organise les lâchures pour pouvoir les évacuer. Donc, on peut contrôler, mais au moment des lâchures, ça occasionne encore d'autres phénomènes. Donc, sur le plan des inondations, les deux cours d'eau responsables, c'est vous avez l'Ouémé ici et puis le Mono de l'autre côté. Et il faut maîtriser ces deux cours d'eau pour pouvoir régler les problèmes d'inondation à Cotonou. Donc, lorsqu'il y a inondation, souvent, au mois de septembre, à Cotonou, c'est deux phénomènes. Vous avez l'écoulement des eaux, les eaux qui ont quitté le nord, descendent pour venir au sud. Et à cela, maintenant, s'ajoute la petite saison des pluies. Donc, les eaux qui tombent en ce moment-là sont des eaux de surplus. Et c'est ça qui surnage et ça qui inonde. Alors, est-ce que Cotonou, le Bénin, le Mono, est-ce qu'un jour, il y aura possibilité qu'il n'y ait plus inondation dans ces Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai fait une démonstration théorique à ça, à une réunion où il y avait 15 ministères. On m'avait dit, en 2010, je leur ai dit que nous allons éviter, on va régler définitivement ce problème-là. Mais il faut reconnaître... Et Cotonou ne sera plus inondé. Mais on dit que Cotonou, on dit généralement que Cotonou est en dessous du niveau de la mer. Oui, justement, Cotonou, ce n'est pas tout Cotonou. Cotonou est par endroit en dessous du niveau de la mer. Parce que c'est une succession de cordons que nous avons. Cotonou est construit sur une succession de cordons. Donc, les cordons, c'est des sillons et des creux. Des bosses et des creux, si vous voulez. Là où il y a les bosses, c'est la zone, si vous prenez la zone de... Comment ça s'appelle le quartier qui est à côté de l'aéroport. Figuirosset. Maintenant, si vous prenez la voie, les pavés de Figuirosset pour aller à Figuirosset, maintenant, vous allez voir que de part et d'autre, vous allez voir de l'eau. Ça veut dire que c'est un cordon, on est en haut. Donc, ces zones-là ne seront pas inondées. Et lorsque vous voulez avoir la nappe phréatique, là, il faut aller à 7 mètres ou 8 mètres. Alors que ailleurs, vous allez voir que ça affleure. Ouais, donc, c'est par endroit qu'on a ces genres de situation à Cotonou. Mais le cas que nous vivons maintenant, ceux qui crient plutôt, c'est ceux qui sont au sud du lac Nokoué. Donc, le lac, en débordant, déverse ses eaux directement dans ces quartiers-là. Fifadji, Iladji, Vossa, tout ce que vous voyez là, depuis Godomé, vous voyez. Et c'est pourquoi... Kendonou et autres.
dans le programme de planification, il y a une voie qui est projetée depuis Calavi jusqu'à Porto-Novo. Donc ça veut dire que nous allons construire une voie sous forme de pont en réalité qui va relayer tout ceci. Donc les gens pour traverser Cotonou peuvent directement passer sur ce pont-là. Là, il n'y aura plus de problèmes d'embouteillage et autres là. Alors c'est pour toujours régler les problèmes d'inondation. On avait proposé de construire au sud du lac Nokoué une voie qui allait servir de rétention d'eau. Donc on met beaucoup de sable qui va servir de barrage en fait. On construit la voie là-dessus, si mais que dès que les eaux vont arriver, ça va buter contre cet élément-là. Dans le septentrion, on a également parlé d'inondations cette année, il y a quelques semaines, des inondations qui ont emporté même des vies, selon les informations que nous avons. Oui, c'est la suite que nous avons ici. C'est la suite. C'est la même eau qui a embêté dans le septentrion. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça met 2 mois pour descendre. Donc ça commence en juin, juillet, et août, septembre, on a réalisé ça ici. Donc c'est la même eau. Et dès que ça commence, nous on sait que d'ici quelques jours, on va enregistrer. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup qui m'ont appelé pour des émissions. J'ai dit, je ne fais pas d'émissions maintenant parce que chaque année, nous répétons les mêmes choses. On propose les solutions, mais ce n'est jamais appliqué. Professeur Flavien Clédio, c'est Placide. Placide Clédio, vous allez m'en excuser, le commissaire Flavien Clédio n'en sera qu'heureux. Prenons le centre de FIFADI, le centre d'attraction. Pourtant, ça nous a tendance à nous amener à donner raison à ceux qui disent que le Bénin est un désert de compétences. Sinon, on ne peut pas engloutir autant de millions pour ériger un centre pareil, sachant qu'on ferme certains autres. Un centre pareil, et il y a eu un urbaniste, il y a eu un architecte, il y a eu des cadres qui viennent et faire ce travail-là et qu'on finisse. On aboutisse à une inondation de ce genre. Tout ce que tu viens de citer, je vous ai dit, ils ont tenu compte des hautes eaux seulement. Mais pourquoi? Maintenant, je vous ai dit qu'en dehors de ça, vous avez les hautes eaux exceptionnelles. Ça ne se pardonne pas. Ils devraient tenir compte des eaux exceptionnelles. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, ils ont appris leur travail, ils devraient en tenir compte. Vous le dites, on doit en tenir compte. Vous avez annoncé les couleurs depuis 2010 et bien avant. Vous nous l'avez dit. Mais pourquoi on ne respecte pas ces principes-là? À un certain moment, ça commence pas à exacerber le peuple. Moi, j'ai changé d'approche. Parce que depuis 2010, avant 2010, ce qu'on a eu à faire, je vous ai dit que la télévision était obligée de faire passer l'élément pour montrer que ça a été, comment dire, envisagé bien avant. Mais avec tout ça, ça n'a pas eu d'effet. On a fait l'émission en 2010, là, ça s'est arrêté, là, c'est fini. On avait proposé en ce moment de créer une agence pour régler les crises et catastrophes au Bénin. Une agence générale pour ça. Mais ça a tourné autrement. Parce que dans la création, on a proposé certaines choses, mais qui ne répondent pas. Certains ont trouvé que ce n'est pas de cette façon. Et ils ont créé l'agence quand même. Mais l'agence est là aujourd'hui, mais ce n'est pas cette... Ne s'occupe pas de ces problèmes-là. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on a pensé dans le document. Mais ça a été créé. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes des universitaires. On ne peut pas dire, bon, parce que ce qu'on a proposé, les gens n'ont pas suivi, on va croiser les bras. On continue de le faire. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir partager encore des solutions pour qu'on puisse vraiment améliorer le phénomène sur le plan national. Sinon, on allait croiser les bras pour dire, bon, on a parlé et ils n'ont pas écouté. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous ayons des solutions pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Du point de vue scientifique, rappelez-nous, professeur, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'à l'horizon 2030, peut-être, on ne commence pas à envisager la fin des inondations dans le pays. Oui, c'est ça que je disais depuis qu'on a commencé. Je vous ai dit que nous devons normalement, comme on maîtrise déjà, on connaît les auteurs, sinon ce qui est responsable des inondations au niveau de Cotonou. Je vous ai dit que c'est les 2 cours d'eau là, parce que le problème, il faut le situer en dehors de Cotonou et à Cotonou même. En dehors de Cotonou, c'est l'Ouémé. L'Ouémé qu'il faut vraiment maîtriser. Et on a proposé à ce que nous ayons des rétentions d'eau en amont. Donc on fait des rétentions d'eau
ça peut nous aider à faire de la pisciculture, de l'agriculture, et ces eaux-là vont descendre après. Donc, on va différer la descente d'eau au niveau de Cotonou. Alors, lorsqu'on va le faire comme ça, vous allez voir qu'on va régler. Et au même moment, c'est qu'à Cotonou même, il faut intensifier les travaux en cours maintenant. Il faut construire les caniveaux pour drainer les eaux vers la mer. Nous avons réalisé des reportages dans le Mono, il y a de cela 1 an, je crois, où des dignitaires disaient qu'il y a des rituels à faire pour éviter de ces inondations, les inondations qui viennent empêcher de bonnes récoltes, qui obligent des personnes à déménager, qui empêchent des enfants à aller à l'école. Il y a des rituels. Vous êtes scientifique. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui, je partage parce qu'actuellement, nous sommes en train de créer un laboratoire des réalités endogènes. À la géographie. Bien sûr. Vous savez, il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui où on n'arrive pas à expliquer. Et parce qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement, on dit que ce n'est pas possible. Nous, on n'est pas dans cette vision-là. Les nôtres peuvent quitter ici et aller en France en 5 minutes. Et ils n'ont pas... Ils ne prennent pas avion, ils n'ont pas de visa, et ils s'arrangent pour se retrouver quand même en France. Ça aussi, c'est scientifique. Bon, je ne dis pas que c'est scientifique, mais c'est un phénomène réel. Oui. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous avez une cérémonie, aujourd'hui, vous avez une cérémonie, et tu ne donnes pas de l'argent, ils appellent ça météo local, tu seras jonché par la pluie. Oui. Donc, ça veut dire que les nôtres arrivent à attirer la pluie ou à empêcher la pluie. C'est des réalités qu'il faut fouiller. On a mis des étudiants là-dessus, en thèse. Et, le premier, il a soutenu, il est même déjà professeur à l'université, déjà les recrutés, il est là. Où on est en train de fouiller, il y a des éléments, il y a des réalités qu'il faut vraiment fouiller pour pouvoir aider. Vous savez, sur le plan des tradithérapeutes, il y a beaucoup de maladies que nous arrivons à guérir directement sans passer par la médecine moderne. La médecine moderne, c'est quoi? Ce sont ces plantes-là qu'on arrive à récupérer et on extrait le produit actif qu'on met sous forme de comprimé. Mais les nôtres peuvent le faire directement. Ça veut dire qu'il y a une réalité. Alors, pour revenir au cas d'inondation. Le cas d'inondation, lui, il parle de rituel qu'il faut faire ainsi de suite. Alors donc, il faut chercher, il faut fouiller pour voir quel est le rapprochement entre ces rituels et l'inondation. Donc ce n'est pas que, bon, on va balayer du revers de la main tout ce qui est dit sur ce plan-là. Non, il faut reconnaître que pendant longtemps, nos réalités sur le plan thérapeutique et autres, là, c'est balancé dans le domaine du diable. Oui. On voit que, bon, tout est diabolique. Du fait de la colonisation. Oui, justement. Avec les régions monothéistes que nous avons, tout est du diable là. Ou pour prendre même des médicaments, on trouve que c'est diabolique. Donc, vraiment, je ne peux pas dire, en tant que scientifique maintenant, que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas un raisonnement cartésien où on va dire que A plus B, ça donne. Non. Il y a des réalités où on n'a pas expliqué. Mais nous devons fouiller et voir réellement ce que ça donne. Lorsqu'on a poussé un peu nos curiosités dans ce domaine, par exemple, de la climatologie, de l'hydrologie, par exemple, lorsque, en tant que climatologue, on dit que le vent, c'est le l'air en déplacement d'une zone de pression. Lorsque ça change de pression, ça fait déplacer l'air. Ce qu'on a remarqué, pour pouvoir attirer la pluie, ils utilisent le feu. Le feu permet, sur le plan scientifique, de créer une différence de pression. Vous voyez? Donc, on arrive à expliquer aussi ce phénomène-là. Donc, ça, c'est ce que moi, je maîtrise. Mais dans tous les domaines, il doit y avoir toujours des explications par rapport à ce qui est fait. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, parce qu'on est scientifique, il faut balayer de revers de main tout ce qui est fait sur ce plan-là. Professeur Flavien Clédio, Placide Clédio, pour abonder dans le même sens que vous, on a vu lors d'une cérémonie traditionnelle, on prend un panier, on y met de l'eau et le panier retient l'eau. Oui, justement. Oui. Les universitaires vont désormais commencer par
chercher à comprendre. Oui, si, c'est maintenant qu'il y a l'ouverture à l'université pour pouvoir fouiller un peu plus ces choses-là. Sinon, dès qu'on n'arrive pas... Qu'est-ce que nous appelons la science? C'est une discipline qui a un objet, une méthode, c'est tout. Alors, dès que ça ne remplit pas ces conditions, on dit que ce n'est pas scientifique et autres. C'est ça en réalité. Mais il y a la science traditionnelle. Ah non, actuellement, on est en train de fouiller ces aspects. Et c'est pourquoi je vous parle de nos réalités endogènes. Nous avons des techniques, des méthodes aujourd'hui qui vont nous aider à régler pas mal de problèmes sur le plan scientifique, mais qu'on ne permet pas. Parce que ce n'est pas scientifiquement démontrable, on rejette. Donc, lorsqu'on met l'eau dans le panier, normalement, comme il y a des issues, l'eau devrait couler, mais l'eau ne coule pas. Ça veut dire qu'il y a une rétention. Vous voyez? Et il y a des gens qui vont... ils ont des techniques pour se faire soulever. Oui. Donc, ils vont contre la gravité. La gravité. Ça, c'est la richesse de la tradition. Nous avons pas mal de choses que nous pouvons valoriser, en tout cas. Autrement dit, professeur, on peut aussi faire des rétentions d'eau sans nécessairement creuser des endroits spécifiques tels que vous l'avez dit par rapport relativement à la science occidentale. On peut créer des rétentions d'eau de par nos richesses culturelles. Oui, pour le moment, je ne maîtrise pas ça. Donc, ce que j'ai appris, c'est scientifique. C'est ce que j'ai proposé. Mais ceux qui maîtrisent, nous allons travailler en symbiose. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut, lorsqu'il y avait Covid, là, on a associé tous ceux-là pour dire, bon, trouvons la solution. Il y en a qui ont trouvé la solution qu'on ne peut pas diffuser en réalité. Il faut être vraiment franc. Ils ont trouvé la solution, mais on ne peut pas diffuser parce qu'on risque vraiment de les éliminer. Aujourd'hui, maintenant, on a donné raison à tous ceux qui ont dit que le vaccin contre le Covid, là, que c'était nuisible. On leur a trouvé raison aujourd'hui. Mais en son temps, personne ne pouvait en parler. Une dernière question, parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission, professeur. Techniquement, quel est l'avenir pour ces cités traversées par les coups d'eau et qui créent beaucoup d'inondations dans le pays? Non, souhaitons que nous travaillions vraiment en symbiose avec les gouvernants, avec les politiques, pour que nos solutions soient prises en compte dans les prises de décision. C'est vraiment ce que je propose. Vraiment le travail en symbiose pour qu'on puisse vraiment en tenir compte. Ce n'est pas un seul individu qu'on va prendre, parce que moi, on peut m'appeler par exemple pour dire de venir aider, mais je n'ai pas toutes les spécialités pour régler un problème. C'est l'institution que nous allons prendre, et l'institution avec toutes les spécialités peut aider, parce que le but de l'université, ce n'est pas d'aller faire seulement des cours et de former des étudiants. Actuellement, vous voyez que nos étudiants qui sont formés n'arrivent pas à se faire recaser. Donc, on est en train de changer tout le processus pour pouvoir les former. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a un problème et il faut reprendre. Nous demandons alors votre mot de fin avant la conclusion qui nous sera proposée par Charbel Ayoub. Merci beaucoup. Le mot de fin, c'est qu'en matière d'inondation, travaillons en symbiose pour qu'on puisse vraiment soulager nos populations dans ces cas-là. Et travailler en symbiose, c'est que nous devons tenir compte vraiment de la maîtrise des cours d'eau du Bénin, la maîtrise de l'eau. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 13 milliards de mètres cubes qui courent chaque année dans la mer, et après nous disons que nous n'avons pas d'eau. Alors lorsqu'on va essayer de faire les rétentions sur les grands cours d'eau du Bénin, ça va différer un peu le problème d'inondation à Cotonou et tenir compte vraiment des changements climatiques. Je rappelle que vous êtes professeur Placide Clédjo, professeur titulaire de climat et sciences de l'environnement, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement. Placide Clédjo a été l'invité donc de Tout Contrôle aujourd'hui, Tout Contrôle animé par Manchourat Fatoumbi. Charbel Ayoub, conclusion. Les inondations telles que prévues, telles que vécues aujourd'hui, ne sont pas une inondation ordinaire. C'est du fait des hautes eaux exceptionnelles, les crues 2010, 2020, puis 2022. La tragédie perdure du fait des changements climatiques. La solution, c'est différer la descente des eaux. Attendre le phénomène pour apporter des solutions ponctuelles n'est pas pour arranger les choses. On ne lutte pas contre la nature, on collabore avec elle en tenant compte de l'hydrologie du Bénin. Comprendre donc
Les hautes eaux et, bien entendu, les hautes eaux exceptionnelles sont fondamentales pour lutter contre le phénomène. La rétention d'eau, telle que proposée par les institutions universitaires, sont idoines pour la résolution du phénomène. Au Bénin, annuellement, 13 milliards d'eau tombent et il y a lieu de les gérer. Élaborer un document de planification à mettre en œuvre, identifier les ouvrages de drainage, intensifier, pour être plus précis, les ouvrages de drainage des eaux seraient aussi d'un réel apport. L'autre apport fondamental à ce phénomène d'inondation, c'est la richesse locale à mettre à contribution. Tous les acteurs doivent travailler en symbiose et associer notamment l'institution universitaire. C'était un plaisir de vous avoir reçu, professeur Placide Ekledjo. Merci à vous, mon Choukourat Fatsombi. Mesdames, Messieurs, merci à vous, téléspectateurs, auditeurs et vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux. À samedi prochain.